There is at least one person who did not like Bad Bunny's message last night. Wonder who that is. That was President Trump, who has made that clear from the very beginning. He was not a fan. He blasted the performance on social media after a weekend of controversy over a racist video that he reposted. So that sparked a lot of bipartisan backlash, but he is still refusing to apologize. Ed O'Keefe has more on all of this. Ed, good morning. But let's start with Bad Bunny's performance. What did the president have to say? We knew going in that he did not want to see this show happen. Le soir du Super Bowl, début février, alors que les caméras se concentraient sur le stade et la chorégraphie précise de l'un des plus grands événements sportifs des États-Unis, un détail inhabituel a commencé à circuler dans les coulisses politiques de Washington et dans les médias nationaux. Le président Donald Trump n'était pas présent sur le lieu de l'événement, ce qui est inhabituel pour une personnalité qui a toujours cherché à s'associer directement à des spectacles culturels très populaires. Au lieu de cela, il a suivi le match depuis Mar-a-Lago, sa résidence privée qui était déjà devenue, ces dernières années, un lieu récurrent de rencontres politiques, de réunions informelles et d'observations stratégiques de l'actualité. Ce fait, pris isolément, pourrait être interprété comme un choix personnel. Cependant, le contexte institutionnel de cette absence a élargi son interprétation au-delà du trivial. Le Super Bowl de cette année, qui s'est déroulé dans un contexte de forte polarisation politique et de surveillance publique intense des dirigeants nationaux, servait également d'espace d'exposition indirecte. La réaction du public, l'interprétation des tribunes et le ton général de l'événement sont souvent interprétés comme des baromètres culturels, même s'ils sont imparfaits. Selon les rapports des commentateurs politiques et des observateurs proches du cercle de Trump, il y avait une évaluation préalable selon laquelle sa présence pourrait susciter des réactions négatives, audibles, ce qui, même si cela n'a pas été officiellement confirmé, a été considéré comme un risque inutile. Le choix de regarder le match à distance, dans un environnement contrôlé, a détourné l'attention de ce qui se passait sur le terrain pour la diriger vers ce qui allait suivre. Peu après la mi-temps, alors que le spectacle de la mi-temps occupait le centre des conversations publiques, Trump a utilisé ses réseaux sociaux pour commenter le spectacle. Sa cible était la performance de Bad Bunny, qui avait été choisie comme attraction principale. La critique publiée par Trump ne se concentrait pas sur des aspects techniques ou musicaux, mais sur une lecture culturelle plus large, qualifiant la performance d'incompatible avec les normes qu'il associait à l'idée de succès et d'excellence américain. Le langage utilisé a attiré l'attention non seulement par son contenu, mais aussi par le contraste avec le ton adopté par d'autres personnalités publiques au même moment. La réaction à ce commentaire a été presque immédiate. Ron Filipkowski, rédacteur en chef d'une plateforme numérique consacrée à l'analyse politique, a pas si tout répondu de manière ironique, soulignant le contexte dans lequel Trump regardait le match et suggérant que le commentaire reflétait davantage l'isolement du président qu'une analyse culturelle cohérente. D'autres analystes ont souligné que le message semblait moins être une critique artistique qu'un reflet du malaise suscité par les messages d'intégration et de diversité souvent associés aux grands événements sportifs récents. Pendant ce temps, les dirigeants politiques californiens ont réagi de manière opposée. Gavin Newsom, gouverneur de l'État où l'événement a eu lieu, a souligné le message final de la présentation, qui mettait l'accent sur l'union et l'appartenance collective, le traitant comme un symbole d'un pays pluraliste. La différence de ton entre les deux déclarations n'est pas passée inaperçue. Pour les observateurs institutionnels, le contraste a révélé deux interprétations distinctes du même épisode. L'une centrée sur le conflit culturel et l'autre sur l'affirmation. Ce contraste est devenu encore plus évident lorsqu'on le compare aux messages publiés par d'anciens dirigeants qui ont choisi de conserver une approche protocolaire. Barack Obama, en commentant les événements sportifs récents, s'est contenté de féliciter les athlètes et les équipes,
adoptant un ton festif et neutre. Dans des messages précédents, lui et Michelle Obama avaient souligné les efforts et le dévouement des athlètes olympiques, en évitant toute interprétation idéologique explicite. Pour les analystes en communication politique, la différence ne résidait pas seulement dans le contenu, mais dans le choix conscient de ne pas transformer les événements sportifs en arènes de disputes rhétoriques. Dans le cercle le plus proche de Trump ce soir-là, à Mar-a-Lago, certaines présences ont également attiré l'attention. Parmi elles figurait le sénateur Lindsey Graham, figure récurrente dans les moments de soutien public au président. L'absence de Melania Trump dans les images diffusées a suscité quelques spéculations, mais l'attention s'est principalement portée sur la composition du groupe et le cadre choisi pour suivre l'événement. Pour les critiques, ce scénario renforçait l'impression d'un ancien président de plus en plus éloigné des grands espaces publics et plus à l'aise dans des cercles restreints. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans cette salle ce soir-là. La séquence formée par l'absence physique au stade, la critique publique du spectacle et la réaction de différents acteurs politiques a été analysée comme un microcosme de dynamiques plus larges en cours. Il ne s'agissait pas seulement de goûts musicaux ou de préférences esthétiques, mais de la manière dont les symboles culturels continuent d'être utilisés comme point de projection des conflits institutionnels. Les analystes ont souligné que, lors des cycles électoraux précédents, des épisodes similaires avaient servi de catalyseur à des débats plus larges sur l'identité nationale, l'appartenance et la représentation. C'est sur ce type d'intersection entre la culture populaire et le pouvoir politique que de nombreux observateurs concentrent leur attention, suivant comment des gestes apparemment mineurs finissent par révéler des modèles plus larges de comportement institutionnel. Pour ceux qui cherchent à comprendre ces mouvements sans recourir à des simplifications, suivre les analyses qui contextualisent chaque épisode dans un cadre plus large peut offrir une lecture plus cohérente de ce qui est en jeu, en particulier lorsque les événements prennent une signification qui va au-delà du divertissement immédiat. Au fur et à mesure que les réactions à l'épisode du Super Bowl s'accumulaient, l'attention s'est déplacée du commentaire isolé de Donald Trump vers le contexte institutionnel plus large dans lequel cette manifestation s'est produite. C'est dans ce contexte que les analystes ont commencé à observer non seulement le contenu de la critique du spectacle de la mi-temps, mais aussi le réseau d'acteurs, de postes et de tensions politiques qui s'est tissé autour de ce moment précis. Le Super Bowl, traditionnellement considéré comme un événement sportif et culturel, est redevenu un point de convergence entre divertissement et disputes narratives, ce qui n'est pas nouveau dans l'histoire politique américaine, mais qui prend des contours distincts en période d'instabilité institutionnelle prolongée. À partir de là, l'attention s'est tournée vers le cercle immédiat qui entourait Trump ce soir-là à Mar-a-Lago. Parmi les personnalités présentes figurait Lindsey Halligan, ancienne procureure associée du district Est de Virginie, dont le nom était déjà apparu dans des débats juridiques récents concernant la légalité de certaines nominations et actions au sein du ministère de la Justice. Halligan avait été cité dans des procédures et des analyses juridiques qui remettaient en question son autorité dans des affaires très médiatisées, notamment des enquêtes concernant des personnalités publiques telles que James Comey et la procureure générale de New York, Letitia James. Sa présence dans cet environnement privé a été interprétée par les observateurs comme un signe supplémentaire du chevauchement entre les sphères juridiques et politiques, devenu fréquent dans l'entourage du président. Un autre nom qui a attiré l'attention est celui de Natalie Harp, une conseillère connue pour suivre Trump de près et pour son rôle informel consistant à rassembler et à présenter des coupures de presse favorables au président. Dans les cercles de Washington, Harp a été décrite comme une sorte de filtre informationnel, quelqu'un qui aide à façonner le flux de données consommées par Trump. Pour les analystes institutionnels, ce détail n'est pas sans importance.
il aide à comprendre comment certaines réactions publiques peuvent être moins liées au débat national général et plus alignées sur un écosystème informationnel restreint. Le contraste avec d'autres dirigeants politiques est devenu encore plus évident lorsqu'on le compare aux réactions institutionnelles venant de Californie. Le Super Bowl, qui s'est déroulé dans cet État, a été accompagné de déclarations publiques visant à renforcer les messages d'intégration culturelle. Gavin Newsom a non seulement commenté l'événement, mais il a également inscrit la prestation de Bad Bunny dans un discours plus large sur la diversité et l'identité américaine. Cette interprétation a été reprise par d'autres acteurs politiques et d'anciennes personnalités, créant ainsi un discours clairement distinct de celui adopté par Trump. Ce champ discursif s'est encore enrichi lorsque d'anciens messages de Barack Obama ont recommencé à circuler à titre de comparaison. Tout au long de son action publique post-présidence, Obama a adopté un modèle de communication qui évite la confrontation directe lors d'événements sportifs et ou culturels, optant plutôt pour des messages de reconnaissance institutionnelle et de célébration collective. Pour les spécialistes de la rhétorique politique, cette différence n'est pas seulement stylistique, mais aussi stratégique. Elle reflète des visions divergentes sur le rôle des anciens présidents et sur la manière dont la culture populaire doit ou non être instrumentalisée politiquement. L'escalade du débat a également attiré l'attention des commentateurs et des journalistes politiques. Ron Filipkowski, en réagissant à la publication de Trump, ne s'est pas limité à une critique personnelle, mais a replacé le commentaire dans le contexte d'une longue série d'interventions publiques qui transforment souvent les événements culturels en arènes d'antagonisme. Pour lui et d'autres observateurs, l'épisode du Super Bowl s'inscrivait dans un schéma déjà connu, dans lequel les manifestations artistiques sont réinterprétées comme des symboles d'un prétendu conflit sur les valeurs nationales. Cette convergence aide à comprendre pourquoi un commentaire sur un spectacle de mi-temps a rapidement dépassé le domaine du divertissement. À partir de ce moment, le débat a commencé à intégrer des questions institutionnelles plus larges, telles que le rôle des médias conservateurs dans l'amplification sélective de certains récits et la manière dont les plateformes partisanes réagissent aux manifestations, un culturel qui s'écarte des attentes traditionnelles. Des médias tels que Fox News, par exemple, ont adopté une approche critique à l'égard du spectacle, soulignant les barrières linguistiques et insinuant des messages politiques implicites, ce qui a renforcé la polarisation autour de l'épisode. Dans le même temps, des personnalités associées au camp conservateur se sont également retrouvées impliquées dans la controverse. Les commentaires publics de Kari Lake, actuellement liés à la gestion d'un organisme fédéral de communication internationale, ont eu un retentissement négatif après des réponses agressives aux éloges faits à l'émission par des politiciens tels que John Kasich. Pour les analystes institutionnels, ce type de réaction a soulevé des questions sur l'alignement entre le discours public des représentants des agences fédérales et les valeurs diplomatiques et culturelles que ces institutions sont officiellement chargées de promouvoir. C'est à ce stade que l'épisode cesse d'être une simple succession de déclarations et commence à être considéré comme le reflet de tensions structurelles. L'utilisation récurrente d'événements culturels comme instrument de mobilisation politique, la présence de personnalités juridiques controversées dans des cercles privés du pouvoir et l'amplification médiatique sélective forment un ensemble d'éléments qui se renforcent mutuellement. Pris isolément, chacun d'entre eux pourrait être considéré comme circonstanciel. Ensemble, ils suggèrent un modèle d'interaction entre la politique, la culture et les institutions qui continuent d'évoluer. Pour ceux qui suivent ce type de dynamique de manière continue, comprendre comment ces épisodes sont liés au fonctionnement plus large du système politique américain exige une attention constante aux détails et aux couches de contexte qui passent, souvent inaperçues dans l'actualité immédiate.
Les analyses qui suivent ces fils au fil du temps aident à cartographier non seulement ce qui a été dit à un moment précis, mais aussi la manière dont ces déclarations s'inscrivent dans des conflits institutionnels plus durables, qui continuent à se dérouler même lorsque l'attention du public s'est déjà déplacée vers l'événement suivant. À mesure que l'épisode lié au Super Bowl a été revisité avec plus de recul par les analystes politiques, les juristes et les observateurs institutionnels, l'attention s'est détournée de la valeur artistique du spectacle de la mi-temps pour se concentrer sur ce que cette série d'événements révèle de la situation politique actuelle aux États-Unis. Sur la base des informations disponibles, il n'y a pas eu de consensus sur la question de savoir si l'absence de Donald Trump au stade devait être interprétée comme une décision stratégique, une prudence face à d'éventuelles répercussions sur sa réputation ou simplement une préférence personnelle, sans calcul particulier. Néanmoins, la rapidité avec laquelle cette absence a été transformée en sujet de commentaires publics, de réactions culturelles et de cadres institutionnels révèle à quel point l'espace pour les positions neutres se rétrécit progressivement. Dans le domaine de la communication politique, les interprétations restent partagées. Une partie des experts estime que les critiques de Trump à l'égard du spectacle du Super Bowl suivent un schéma déjà connu d'utilisation des thèmes culturels comme moyen indirect de mobilisation politique, une stratégie qui évite les confrontations institutionnelles directes, mais assure une présence constante dans le débat public. D'autres analystes soutiennent cependant que ce type d'intervention met en évidence une difficulté croissante à dialoguer avec de larges publics en dehors des bases idéologiques déjà consolidées. Dans cette optique, le commentaire sur la prestation de Bad Bunny devient moins pertinent que l'incapacité à reconnaître l'événement comme un espace symbolique partagé et non comme un terrain de dispute permanente. Un autre axe d'interprétation récurrent concerne la configuration de l'environnement institutionnel qui entourait Trump à ce moment-là. La proximité de personnalités telles que Lindsey Halligan et Natalie Harp a été soulignée comme indicative de la continuité de la fusion entre conseil juridique, filtrage de l'information et stratégie politique. Pour plusieurs analystes, ce type d'arrangement tend à renforcer les environnements décisionnels fermés, dans lesquels la perception de la réalité extérieure est médiatisée par un nombre restreint d'interlocuteurs. Certains juristes estiment que ce facteur aide à comprendre pourquoi certaines déclarations publiques semblent déconnectées des consensus institutionnels plus larges ou des interprétations juridiques prédominantes. Il existe également une composante comparative qui implique des dirigeants ayant adopté des positions différentes face au même événement. La contradiction entre les messages diffusés par Gavin Newsom et Barack Obama et les réactions de Trump est utilisée par les chercheurs comme un exemple illustrant les différents styles de rhétorique politique. Selon ces analyses, alors que certains dirigeants recourent à des événements sportifs pour renforcer les discours d'appartenance collective, d'autres choisissent de les convertir en prolongement de conflits identitaires. Bien qu'aucune de ces approches ne soit nouvelle, le contexte actuel amplifie considérablement leurs répercussions. À ce jour, il n'existe pas de consensus sur les effets institutionnels à long terme associés à ce type de position. Une partie des analystes soutient que la répétition de conflits culturels dans des espaces très visibles contribue à approfondir la fragmentation du débat public, déplaçant les discussions structurelles vers des affrontements récurrents. D'autres observateurs suggèrent que ce processus est déjà à un stade avancé et que des épisodes comme celui du Super Bowl ne font que rendre visible une dynamique qui se consolidait depuis plusieurs années. Dans les deux interprétations, l'épisode apparaît moins comme une cause que comme l'expression d'un tableau plus large. Le rôle des médias reste également controversé. Les médias conservateurs qui ont mis l'accent sur les aspects négatifs du spectacle et minimisé les réactions institutionnelles plus générales sont analysées par les experts comme faisant partie d'un écosystème de cadrage sélectif de l'information.
En revanche, des commentateurs tels que Ron Filipkowski sont cités comme exemple d'une approche qui cherche à réinsérer ces épisodes dans un récit institutionnel plus large. Pour les analystes des médias, le débat ne se limite pas à définir les bons ou les mauvais choix, mais à identifier les éléments qui sont mis en avant et ceux qui sont systématiquement marginalisés. Il existe également une dimension supplémentaire liée à l'instrumentalisation de personnalités publiques périphériques à l'événement principal. Les réactions de Kari Lake aux éloges de John Kasich ont ravivé les questions sur les normes de langage et de conduite attendues des représentants associés aux organes fédéraux de communication. Comme l'indiquent les registres et les analyses disponibles, ce type de position publique peut générer des tensions diplomatiques et institutionnelles, en particulier lorsqu'il est lié à des postes dont la mission officielle consiste à promouvoir les valeurs nationales à l'étranger. Le débat s'articule donc autour de la manière dont ces différents éléments s'articulent dans un cadre plus large qui reste en mutation. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer un commentaire isolé ou une absence à un événement sportif, mais de comprendre comment les symboles culturels continuent d'être intégrés dans des conflits institutionnels à plus grande échelle. Les analystes indiquent que les développements futurs dépendront moins de déclarations ponctuelles que de la manière dont ces dynamiques seront reproduites ou contenues dans des événements ultérieurs, en particulier dans un cycle politique marqué par des incertitudes juridiques et électorales. Selon les observateurs institutionnels, le système politique américain est encore en train de s'adapter à ce type de tension hybride entre culture et pouvoir. Il n'existe pas d'interprétation unique quant à savoir si des épisodes tels que celui du Super Bowl contribuent à une redéfinition durable de l'espace public ou s'il reste des bruits épisodiques amplifiés par l'environnement médiatique. Ce qui semble évident jusqu'à présent, c'est que ces interprétations restent ouvertes et dépendent de décisions, et comportements et de cadres qui sont encore en cours. Suivre ces développements exige une attention constante au contexte et aux interactions entre les acteurs qui opèrent souvent en dehors du champ immédiat des gros titres. Pour ceux qui cherchent à comprendre comment des épisodes apparemment périphériques sont liés à des débats institutionnels plus profonds, suivre les analyses qui préservent ce fil narratif au fil du temps peut aider à éclairer non seulement ce qui se passe lors d'un événement spécifique, mais aussi la manière dont le système politique réagit lorsque la culture, la politique et le pouvoir se recroisent au centre de l'espace public.